Emmanuel Macron a confirmé sa volonté de supprimer la taxe d'habitation, une promesse de campagne qui sera tenue à l'horizon de 2020. Comment cette décision se traduira-t-elle? Nous avons interrogé le directeur général des finances publiques. Le permis de conduire devient-il plus difficile à obtenir? Après les compétences mécaniques, les candidats doivent désormais maîtriser les gestes qui sauvent, une nouvelle contrainte qui n'a pas encore trouvé sa place dans nos auto-écoles. Les picolettes sont et restent les animaux de compagnie les plus originaux de notre territoire. Stars de concours de chant et compagnons de fortune de nombreux Guyanais, nous avons tenté d'expliquer cette passion typique de chez nous. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Sachez que vous pouvez suivre cette édition en direct sur Facebook. Bonne nouvelle, 8 Guyanais sur 10 ne paieront plus la taxe d'habitation à compter d'octobre 2018. Comment cette décision du président de la République est-elle perçue par nos collectivités et qui sont les populations concernées? Gaël Oassim a posé la question à Jean-Paul Catanez, le directeur général des finances publiques. C'est une réforme qui a été prévue par la loi de finances pour 2018, qui va concerner l'ensemble des usagers sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas une mesure spécifique à la Guyane. Cette mesure va consister en fait en 3 étapes, en 3 années, en commençant par 2018, à exonérer les contribuables de taxes d'habitation. Alors, il y a plusieurs précisions à apporter. D'abord, ça ne concerne que les résidences principales, pas les résidences secondaires. Donc. Et l'exonération va se faire en 3 étapes. Première étape, cette année, 80% des usagers seront exonérés à peu près à 1/3 de leur taxe d'habitation. L'année prochaine, 2/3 d'exonération. Et dans 3 ans, donc la totalité de la taxe d'habitation sera exonérée pour 80% des usagers. Pourquoi pour 80% des usagers? Parce qu'il y a des seuils de revenus. C'est-à-dire qu'il faut avoir des revenus imposables inférieurs à un certain seuil pour bénéficier de cette exonération. Je peux donner un exemple. Pour un contribuable célibataire qui occupe donc sa résidence principale, l'exonération sera de 1/3 cette année si ses revenus sont inférieurs à 27 000 € par an. Chacun des usagers peut d'ores et déjà aller sur le site impôt.gouv.fr et il pourra faire 2 choses. D'une part, c'est simuler le calcul et savoir s'il a droit à l'exonération d'1/3 cette année et de combien sera cette exonération. Et en plus, ça lui permettra, en fonction de ses revenus et s'il a droit à l'exonération, éventuellement de moduler, s'il est mensualisé, de moduler ses mensualités de taxe d'habitation. Ça, c'est la loi aujourd'hui. Le président de la République a effectivement annoncé une réflexion pour engager une suppression totale de la taxe d'habitation, mais là-dessus, je n'ai pas d'informations particulières à vous donner. Aujourd'hui, ce qui est concret, c'est 1/3 de taxe d'habitation pour les résidences principales en moins à partir de cette année. Alors, effectivement, la taxe d'habitation revient en totalité aux collectivités locales, mais ce qui est accordé aujourd'hui par le gouvernement, par la loi, c'est une exonération. Donc l'exonération est prise en charge en totalité par le budget de l'État. C'est-à-dire qu'à ce stade, il n'y a pas de compensation à accorder aux collectivités, puisque les collectivités vont continuer de percevoir le produit de la taxe d'habitation. C'est donc un dégrèvement qui est accordé directement. Il n'y a aucune démarche à faire de la part de l'usager et il n'y a pas d'incidence sur le budget des collectivités. La taxe d'habitation, les services de la direction des finances publiques vont calculer la taxe d'habitation tout à fait normalement. C'est simplement au niveau de l'avis d'imposition qui est adressé à l'usager qu'il y a un dégrèvement, mais un dégrèvement pris en charge par l'État. Autrement dit, le montant des bases et de la taxe d'habitation tel qu'il a été voté par les collectivités locales sera accordé sans aucune différence à ce stade. Depuis le début de l'année, les candidats au permis de conduire sont aussi évalués oralement sur leur connaissance des premiers secours. Pierre Tréfous s'est interrogé sur l'application de cette nouvelle directive par les auto-écoles du territoire. Une nouvelle épreuve fait son apparition dans le permis de conduire 2018. Désormais, les candidats auront lors de l'épreuve pratique des questions qui abordent plus en profondeur les gestes des premiers secours. Aujourd'hui, on rentre dans le détail complètement, c'est-à-dire qu'on va parler de sécurisation non seulement de l'environnement, mais on va dire par exemple si une victime est en situation de danger, qu'est-ce que je fais ? Sur la route, la personne a eu un accident, bien sûr il y a des questions bien spécifiques, mais je vous donne en gros, la personne a eu un accident, est-ce que je la laisse sur la route comme ça, ou est-ce que je protège l'accident, ou est-ce que je déplace le blessé, est-ce que je déplace le blessé, comment je le déplace ?
il ne s'agit pas de brevet de secourisme, il s'agit vraiment de notions élémentaires des gestes de premier secours. Voilà. Alors, on ne parle pas que de gestes, hein. Il y a la protection, il y a l'alerte, il y a les secours. Tous ces éléments-là sont développés par des micro-questions. Si les candidats devront savoir les premiers gestes, ce n'est pas aux moniteurs des auto-écoles de les enseigner. Ils ont seulement un devoir d'information sur l'épreuve et le type de questions auxquelles ils seront confrontés. Il faut savoir que les questions qui seront présentées le jour de l'examen sont divisées en trois. C'est-à-dire en trois parties. Il y a une partie de questions intérieures, une question extérieure du véhicule et une question sur les premiers secours. Donc, systématiquement, les premiers secours viendront dans l'évaluation de l'inspecteur le jour de cet examen. Alors, on va prendre la question 12, par exemple. Eh bien, on va lui demander, dans les premiers secours, comment arrêter une hémorragie. Comment arrêter une hémorragie, voilà. Alors, ce sont des petits points simples, hein, en appuyant sur la partie, compressant un peu la partie qui est en hémorragie, etc., etc. 100 questions seront fournies aux examinateurs. Une bonne réponse apportera un point supplémentaire dans la note finale. Une mauvaise réponse ne sera pas éliminatoire. Parce que je veux que mon nom reste associé à la protection de la Guyane, c'est avec ces mots que Corinne Lepage, ancienne ministre de Jacques Chirac, a justifié le renforcement de son cabinet d'avocats. La Guyane figure parmi les dossiers qu'elle compte défendre, entourée d'une nouvelle équipe. Justice toujours avec la présentation de Georges Bouchet, avocat au barreau de Guyane depuis 2008, qui a pris ses fonctions de bâtonnier ce 1er janvier. Quels sont les projets de celui qui succède à Magali Robot-Cassildé? Pierre Tréfou lui a posé la question. En tant que bâtonnier, j'aurais à défendre les avocats, défendre leurs intérêts, en l'occurrence le périmètre du droit, c'est-à-dire que les avocats sont des professionnels formés qui sont les plus aptes à défendre les intérêts de leurs clients, qui sont dotés d'une déontologie exigeante garantissant le secret professionnel. Mon objectif, c'est de faire en sorte que l'avocat soit accessible et qu'il soit donc l'interlocuteur privilégié des clients dans notre département. À ce titre, j'envisage d'organiser une journée de l'avocat pour pouvoir communiquer sur nos savoir-faire et sur nos compétences, sur le périmètre du droit. Dans ma profession de foi, j'ai envisagé de poursuivre le combat qui a été déjà mené par le barreau de la Guyane pour la construction d'une cité judiciaire à Cayenne. Il s'agit d'un combat de longue date qui remonte aux années 2000 et grâce à la participation des avocats aux mouvements sociaux de mars et avril 2017, nous avons obtenu que cette cité judiciaire soit inscrite dans le plan d'urgence. Autrement dit, il s'agit d'une mesure qui ne devrait pas souffrir de grandes discussions et qui devrait être réalisée dans des délais courts. Ce soir est le père Joseph Dumay, chancelier du diocèse de Cayenne pour la Guyane et curé de Notre-Dame de Lourdes. Bonsoir mon père. Bonsoir ma sœur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous vous souhaitons déjà tous nos vœux pour cette nouvelle année. Merci. Meilleurs vœux à vous aussi et beaucoup de paix. Merci beaucoup. Première question, toujours dans les vœux, que souhaiter à la Guyane pour cette nouvelle année 2018? Justement, ce que je viens de vous souhaiter, la paix, une plus grande paix pour la Guyane. Ce n'est pas une paix qu'on va attendre, c'est une paix que chacun va s'engager à forger, à créer, à faire, à avoir. Une paix qui invite à une plus grande justice. Justice pour tous ces jeunes qui sont au chômage, pour toutes ces familles qui n'ont pas de logement, par exemple. Justice sur toute la ligne. Et si chacun se met à pratiquer la justice, on aura une plus grande paix en Guyane. C'est cette paix que je souhaite à la Guyane. Alors, vous parlez de paix et de justice. Comment est-ce qu'on peut, selon vous, accéder à cette paix? On peut penser qu'on vit dans la paix, mais à bien regarder la situation de chacun, on peut comprendre vite que nous sommes dans beaucoup de violence. Violence autour de nous, violence en nous. Par exemple, aujourd'hui, on répond au téléphone en disant « j'écoute ». Mais on peut dire « bonjour »,« allô », comment, vous voyez. Donc avec plus d'invitation à la paix, avec plus de paix.
Donc il revient à chacun de prendre conscience de toutes ces violences et de se mettre à lutter contre ces violences. Est-ce que la religion catholique que vous représentez est un moyen de lutter pour vous contre cette violence? Ah oui, c'est constamment ce que nous faisons. Parce que le Christ que nous servons, il est venu pour cela, nous apporter cette paix. Nous avons célébré il y a quelques jours sa naissance. Il est lui-même le prince de la paix. Et il nous invite à vivre pleinement cette paix. Donc il revient à chacun de vivre selon la volonté de Dieu et permettre aux autres de vivre cette paix. D'une manière globale, l'Église catholique que vous représentez ce soir est de plus en plus concurrencée par d'autres obédiences comme les églises adventistes ou évangélistes. Comment expliquez-vous cette multiplication de lieux de culte, de religion, en particulier ici en Guyane? Franchement, moi je ne sens pas cette concurrence. Les autres existent aussi. Et si c'est pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc nous sommes tous appelés à participer à la propagation de la bonne nouvelle, à annoncer Dieu, à annoncer l'amour de Dieu. Après, il y a des façons de faire différentes. Et après, qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien catholique ou en tant que chrétien d'une autre religion? Si on parle de Dieu, si on apporte l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu aux autres, moi je ne vois pas de problème. Il n'y a pas de concurrence entre nous et nos frères séparés. Mais bon, je comprends aussi qu'il y a de plus en plus de religions et d'églises en Guyane. Après, c'est un problème de foi, c'est une crise de foi. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche Dieu ou on a des intérêts personnels? Si c'est Dieu qu'on cherche, quelle que soit sa religion, il est là, il est avec nous. Et on n'a pas besoin de changer de religion pour le trouver ou quitter une église, aller dans une autre église ou former une autre église pour trouver Dieu. Dieu, il est là, il est partout. Vous avez parlé d'une crise de la foi. Pour vous, c'est le fait de se chercher comme ça, c'est ce qui explique cette crise? Non, je ne dirais pas ça. Le fait de ne pas savoir ce qu'on cherche ou qui on cherche. Parce que Dieu, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Est-ce que c'est Dieu qu'on cherche? Si c'est Dieu, il est là, il est dans notre cœur. Et il y a diverses manières de l'écouter. Il faut qu'on arrive à se mettre à son écoute. Par exemple, par la parole de Dieu. Il nous parle par la parole de Dieu, il nous parle directement dans notre cœur. Il nous parle par son esprit, il nous parle par l'autre. Il me parle par vous, il vous parle par moi, par exemple. Donc, il faut prendre des dispositions pour écouter sa voix, pour entendre sa voix. Et il ne suffit pas d'entendre sa voix. Il faut entendre et chercher à faire sa volonté. Moi, je pense que la crise est là. Est-ce qu'on cherche à faire la volonté de Dieu, à vivre selon ce que le Seigneur nous demande? Ce samedi 6 janvier marque l'Épiphanie et le début du carnaval pour beaucoup de personnes ici en Guyane, mais elle a aussi une signification religieuse assez importante. Pouvez-vous nous la présenter? Tout à fait. Oui, samedi sera l'Épiphanie anticipée. Donc la fête, c'est vraiment le dimanche, mais à 18h déjà, on célèbre le lendemain. Vous voyez, le sens chrétien est tout simple. L'épiphanie, déjà, le terme vient du grec épiphané, qui signifie manifestation. Donc c'est la manifestation de Dieu de façon concrète dans le monde, parmi les hommes, en la personne de son Fils Jésus. Dieu le Père, personne ne l'a jamais vu. Celui qu'on voit, c'est son Fils. Et il vient se montrer à nous, se dévoiler, se révéler à nous, au monde, par son Fils. Et c'est pour nous un grand événement, une grande fête. Et ce n'est pas un événement du passé. Donc des mages ou des rois ont vu, des païens même, ont vu le Sauveur. C'est un événement qui est actuel et qu'on est invité à vivre maintenant, aujourd'hui. Et l'Église doit intégrer cet événement. Donc l'irruption de Dieu dans le monde, c'est Dieu qui manifeste la totalité de sa gloire, la totalité de son amour pour nous. Parce que Dieu qu'il est, être parfait, il vient dans notre situation, nous, des êtres imparfaits, pour prendre
tout ce que nous sommes, qui sont imparfaits, et nous donner tout ce qu'il est, lui, l'être parfait. Et le Christ, son Fils, va vivre comme un homme en toutes choses, excepté le péché, pour faire de nous ce que Dieu est, l'être parfait, l'amour. Merci infiniment, mon père, d'avoir répondu à nos questions et répondu à notre invitation. Et si vous me permettez, moi, je voudrais partager deux choses avec vous. C'est la grande mission de Guyane. La Guyane est en préparation d'une grande mission, l'Église catholique de Guyane. Et nous sommes à la deuxième année, peut-être que ça va vous étonner, à la deuxième année de préparation. Donc, au cours de la première année, on a fait un certain nombre de choses dans un grand festival autour de la parole de Dieu. Et on a fait des conférences aussi pour aider les chrétiens catholiques à rentrer dans ce projet. Et nous allons continuer cette préparation cette année. On va justement refaire un autre festival de la parole du 11 au 14 février à Anne-Marie-Javoué. Et tous les chrétiens catholiques sont invités. Bon, en fait, les chrétiens catholiques sont invités en premier plan, mais je suis presque certain les autres frères et sœurs des autres confessions vont venir avec nous parce qu'ils ont participé au premier festival de la parole. Donc, nous avons déjà la fiche d'inscription qui est en circulation dans l'église en Guyane du mois de décembre numéro 450 à la page 15, si je ne m'abuse pas. Nous reparlerons de ce rendez-vous. Justement, j'espère que vous aurez l'occasion d'en parler avec Monseigneur. Et l'autre événement, c'est une série de spectacles sur une personne qui a marqué la Guyane et qui marque les Guyanais, c'est Anne-Marie Javoué. On ne peut pas oublier cette dame. Et elle a tellement fait pour nous, et alors qu'on ne la connaît pas assez, il faut apprendre à le connaître. Et c'est M. Daniel Facerias, avec d'autres acteurs de Guyane, qui ont décidé de mettre en place des spectacles. Nous aurons le premier, le 16, en fait, la première série, le 16 et 17 mars au Zéphyr, et la deuxième série le 22 et 23 mars à Mana. Donc je tiens à remercier ces acteurs et les sponsors, la CTG. Merci beaucoup, mon père. Nous reparlerons de ces rendez-vous. Voilà, j'espère que vous allez inviter. Nous en parlerons et recevrons les acteurs de ces rendez-vous importants pour la foi en Guyane. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Continuons ce journal avec l'interdiction des sacs plastiques à usage unique qui est entrée en vigueur il y a maintenant 1 an. Comment s'est opérée cette transition en Guyane? Gaël Oassim a fait le tour de la question. Les sachets plastiques ont la dent dure. Malgré l'interdiction à l'usage depuis janvier 2017, certains accessoires apparaissent encore sur les étals du marché de Cayenne. En questionnant quelques passants, le message est pourtant bel et bien passé. La plupart se baladent avec leurs sacs réutilisables, cabas ou autres paniers. Pas souvent, je vais tous les jours avec mon panier. Comme je n'étais pas venue au marché directement et puis ça m'arrive aujourd'hui. Alors vous voyez bien, j'ai mon sac cabas, j'utilise toujours mon sac cabas. Depuis quand vous avez eu ce réflexe d'utiliser Depuis que les sachets ont été interdits. Pour vous, c'est une bonne chose que les sachets plastiques? Très bonne chose, très bonne chose. Je suis pour la protection de la nature. Je n'utilise que des sacs en plastique réutilisables à l'effigie de la Guyane, qui respecte ses forêts, c'est ça, et ses animaux. Et ben voilà, parce que j'aime pas, je protège la planète, je fais ce que je peux et j'aime pas. Ouais, c'est une bonne chose, mais c'est pas bon par contre quand ils en ont encore et qu'ils les vendent par contre. Alors je sais pas si c'est ici, hein, mais la plupart, non, ils font des sacs en tissu en effet, qui sont en vente. Je viens avec mes sacs réutilisables, mes cabas. Là, c'est exceptionnel. Hein. Pourquoi c'est exceptionnel? Ben, parce que j'ai pas grand-chose à prendre, juste 2-3 petites bricoles, donc j'ai oublié de récupérer. Enfin, j'ai pas pensé à récupérer mon cabas. Et ça m'évite aussi de faire trop de dépenses. Avec les fêtes de fin d'année, le porte-monnaie il est un peu vide. Pour la plupart des commerçants, le message est clair, moins de sachets plastiques. On voit de plus en plus que les gens ils viennent avec des sacs à bas. Il y a certains, ils amènent leur propre sac plastique. Dans leur sac à bas, ils sortent leur sac plastique. Et c'est surtout pour ceux qui n'ont rien prévu, qui viennent en tourisme, qui acheter, ils demandent un sac, ils achètent le sac. Puis
pour leurs affaires. Les gens ne vont pas vouloir prendre soin, ils vont pas les réutiliser, quoi. Ils vont jeter trop facilement. Du coup, il faut qu'on leur fait payer un petit peu pour au moins 10 centimes, 20 centimes selon la grandeur. Voilà. Et puis voilà, comme ça, si les gens ont vraiment besoin, ils achètent leur sac, comme ça ils prennent soin, ils reviennent avec leur sac la prochaine fois. Un an après la mise en application de l'interdiction de sachets en plastique, en vous promenant sur le marché de Cayenne, vous trouverez de plus en plus de personnes avec des sacs réutilisables de toute forme et de toute effigie. La série britanno-française Meurtre au paradis est tournée en Guadeloupe, à Déhay plus précisément, depuis 2011. Mettant en scène les aventures d'un enquêteur un peu original, son succès a aussi des retombées positives sur le tourisme de l'île. Un reportage de nos correspondants sur place. Une ville, une série, une renommée. Depuis plusieurs saisons déjà, Déhay est le décor grandeur nature de Meurtre au paradis. Stéphane Martial a créé il y a un an Guadeloupe Advisor, une billetterie touristique. Sur laquelle les prestataires peuvent afficher leurs produits et obtenir des réservations qui arrivent directement dans un logiciel. Meurtre au paradis est une très belle vitrine d'abord sur la Guadeloupe. Et de nombreuses personnes regardent la série en Angleterre, mais aussi dans d'autres pays anglophones, en plus de la France. Donc c'est une opportunité pour la région de se faire voir et de se faire valoir. C'est donc tout naturellement qu'un prestataire a eu l'idée de créer une prestation touristique autour de ce produit. Et nous nous sommes donc rencontrés pour que je puisse distribuer son produit qui a un fort écho notamment auprès des croisiéristes anglophones britanniques qui sont les plus nombreux à réserver cette prestation. Pour Valérie et le Madras, lieu mythique et typique de la série, ce tournage est une bonne opportunité pour la ville et attire de nombreux touristes régulièrement, comme Michel et Denise, tout aussi fans de Déhay que de la série. Ça fait des années que nous apprécions et le feuilleton, enfin j'appelle ça un feuilleton moi, enfin les histoires, et nous aimons également le village de Déhay et ses restaurants, et particulièrement celui-ci. Nous sommes devenus amis avec les tenanciers de la case, nous venions ici et on découvre après les films qui se déroulent dans la case avec des magnifiques actrices et acteurs. Bon, et puis ici, après, on reconnaît les endroits. On reçoit beaucoup de clients, des étrangers, des Anglais, des Écossais, des Espagnols, un peu de tout, ceux qui suivent un peu la série, même en Australie. Donc on fait pas mal de rencontres. En général, ils veulent connaître le Catherine's Bar, les lieux où ça a été tourné, la série, ou boire un petit coup, les acteurs en fin de la série boivent le coup donc chez Catherine. Donc le Madras. Ça rapporte un petit plus à la communauté de Déhay, aux résidents, ceux qui ont des hôtels, parce que toute l'année ça fonctionne quoi. Même en basse saison. Le circuit Meurtre au paradis attire donc des Américains, des Écossais et surtout des Anglais, avec une dizaine de réservations ces derniers jours pour une visite de 45 minutes au cœur de Déhay. Retour en Guyane où la passion de certains pour les picolettes ne faiblit pas. Comment expliquer l'attachement de cet animal de compagnie Made in Guyane? Jonathan Larieux a mené l'enquête. On va manger? On change? Mais oui. Mais oui, on va changer. Allez hop. Tous les jours, dès le lever du soleil, Marc se livre à un véritable rituel quotidien. Je fais toujours un tour de cage, vérifier si tout le monde va bien, si tout le monde a à boire, à manger. Ben, c'est un peu mes bébés, hein. C'est vrai qu'on en prend soin comme si c'était les petits-enfants. Parce qu'après, ils sont assez fragiles et tout, donc on en prend soin, ouais. Il faut. Les bébés à qui s'adresse Marc, ce sont eux, des picolettes, de petits oiseaux chanteurs très prisés en Guyane. Comme beaucoup de Guyanais, pour ce père de 41 ans, les picolettes qui partagent sa maison sont plus que de simples animaux domestiques. Ils font partie intégrante de sa vie. C'est-à-dire que tous les oiseaux qu'il y a à la maison, comme pour les enfants, ils ont un nom. Donc ça permet d'avoir vraiment une plus grande relation avec. Donc lui c'est Picasso et puis il y en a d'autres, il y a Chronos qui est à côté. C'est une passion que j'ai depuis tout petit. J'ai eu l'occasion de la découvrir par rapport à des amis dans le quartier ou bien par rapport à mon beau-frère. C'est vrai que les journées où je m'en occupe pas, j'y pense fortement. Voilà monsieur, service. Mais la passion pour les picolettes ne s'arrête pas là, car ces oiseaux sont aussi de grands compétiteurs. Si Marc est surtout porté par l'élevage et ne possède aucun oiseau pour de la compétition, plusieurs fois par an, les amateurs se réunissent autour d'un championnat où leurs protégés s'affrontent dans un concours de chant.
À la maison de temps en temps, les week-ends, j'aime bien les faire s'affronter, non pas pour la compétition, mais vraiment pour l'entraînement et puis pour qu'ils puissent garder une forme et quand même s'habituer, quoi. Il y a un vrai business qui se fait autour. C'est vraiment quelque chose de grand, quoi. Il y en a qui vont même apparier des voitures ou des maisons, ça se fait notamment au Brésil. Paris des 4x4 pour des oiseaux par exemple. Donc après c'est vrai que c'est quelque chose qui a une grande ampleur, ça demande de l'entraînement. En Guyane, cet oiseau est une véritable institution. Ici, ce n'est pas son chien que l'on promène, mais ses picolettes. Dans les rues, à bout de bras et même au stade de football. Ils sont transportés partout en cage afin qu'ils s'habituent au bruit et aux personnes. C'est un oiseau qui est porté fièrement, de par tout le monde je pense. C'est un peu un oiseau roi. Arborer fièrement l'oiseau chanteur est une tradition indélébile du département. Certains parleraient même de légendes locales où ces oiseaux transporteraient l'âme de leurs ancêtres. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 3 janvier. Emmanuel Macron a confirmé sa volonté de supprimer la taxe d'habitation, une promesse de campagne qui sera tenue à l'horizon de 2020. Comment cette décision se traduira-t-elle en Guyane? Nous avons interrogé le directeur général des finances publiques. Le permis de conduire devient-il de plus difficile à obtenir? Après les compétences mécaniques, les candidats doivent désormais maîtriser les gestes qui sauvent, une nouvelle contrainte qui n'a pas encore trouvé sa place dans nos auto-écoles. Les picolettes sont et restent les animaux de compagnie les plus originaux de notre territoire. Stars de concours de chant et compagnons de fortune de nombreux Guyanais, nous avons tenté d'expliquer cette passion typique de chez nous. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, le journal de BFM TV. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée sur ATV Guyane avec Good Night.